Je m'y fais pas cette voix, hein. Avec une voix pareille, je reprendrai bien un petit café. J'espère que c'est le cas, que vous en avez pris un, comme ça vous allez pouvoir tenir pendant 2 heures, être là avec nous, puisque nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Scène vue dans le RER aujourd'hui, un passager déguisé en cosmonaute, combinaison blanche immaculée dans la grisaille ambiante, un moment de poésie dans la solitude des transports en commun. Merci à lui, parce qu'heureusement qu'il y a des gens avec un petit grain de folie pour enchanter le quotidien. Si vous avez envie de partager avec nous ce qui vous touche, ce qui vous fait rêver, ce qui vous met en colère, la ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21. Nous sommes en direct jusqu'à 1h. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil et Philippe Chartier est en régie comme tous les soirs. Et bien sûr, vous pouvez également vous manifester en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, je vais bien, je vous remercie. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone, Caroline. Mais je connais votre voix, dites-moi. Oui, on se connaît, Caroline. On s'est eu déjà plusieurs fois au téléphone. Oui, d'accord. Oui. On s'est eu plusieurs fois au téléphone. La dernière fois que je vous ai eu, Caroline, c'était pour vous parler d'une histoire d'amour qui m'est arrivée. Oui. Enfin, qui m'est arrivée à ce moment-là. Oui. Une histoire d'amour qui était, à l'époque, belle, magnifique. Une histoire comme on n'en rencontre plus. Ça a commencé par une belle histoire d'amour il y a un an, il y a à peu près un an. Oui. On s'était rencontrés. On avait vécu avec cette personne ensemble. Ça n'avait pas duré longtemps, ça a duré 6 mois. Elle m'avait jeté comme un vieux torchon qu'on jette, vous voyez, à peu près ça. C'est à ce moment-là que vous m'aviez appelé ? Non. Non. Je vous appelais bien plus tard. Je vous ai appelé plus tard pour vous dire que 1 an et demi plus tard, on s'était revus. Oui. On s'était remis ensemble. Oui. Et c'est là, je vous ai appelé pour vous dire qu'on s'était remis ensemble, que c'était à nouveau l'amour fou. Pour moi, remarquez, ça avait jamais rien changé. Hein. Même quand on avait plaqué, je l'aimais encore. Alors, ça avait mais pas vous changé ne lui grand-chose en avez pour moi. pas voulu parce que vous dites quand même qu'elle vous a plaqué comme un vieux torchon. Ça montre que vous... Ouais, ça s'appelle se faire plaquer comme un vieux torchon. Surtout quand on apprend qu'après, c'était pour un garçon de 30 ans de moins qu'elle. Oui. Soit de 20 ans de moins que moi. Ça fout un peu les boules. Hein. Enfin, j'en veux pas lui, hein. Lui, il est pour un pauvre garçon. Donc, je vous avais appelé à ce moment-là pour vous dire que l'amour que j'avais pour elle était toujours là et que ça repartait seulement pour la vie. Ce que j'ai cru, Caroline, je l'ai vraiment cru. Oui. Franchement, je l'ai cru à fond. Et d'ailleurs, je me rappelle de tous ces témoignages d'auditeurs qui m'avaient dit que c'était génial, que c'était une superbe histoire, machin et tout. Ouais. Mais ça fait toujours plaisir à entendre quand quelqu'un nous partage avec nous comme ça une histoire d'amour. Ça fait du bien. J'étais content de vous la raconter. Franchement, ça m'avait fait plaisir de vous la raconter. Oui. Et donc, elle est revenue au mois de septembre avec moi, donc. On est revenus ensemble au mois de septembre. Et très rapidement, je me suis aperçu que cette personne n'était pas celle que je croyais. Alors là, vous savez, vous tombez d'un arbre, voire même d'un toit de maison. Je me suis aperçu que cette personne ne m'aimait pas par rapport à ce que j'étais moi, à la personne que j'étais, c'est-à-dire Philippe. Elle m'aimait par rapport à ce que je lui apportais. Quoi ? Que lui apportiez-vous qu'elle recherchait là précisément ? Financièrement, madame. C'est une personne qui avait des problèmes financiers. Et ça devait faire bien longtemps qu'elle en avait, parce qu'à mon avis, elle n'a jamais eu autre que des problèmes financiers. Et donc, moi, à cette époque-là, j'étais pas au chômage comme je suis aujourd'hui. J'avais un peu d'argent, je pouvais un peu l'aider. Je ne me voyais pas ne pas l'aider. Je ne voyais Mais pas vous l'aidiez, c'est-à-dire concrètement, vous lui donniez de l'argent parce qu'elle n'en avait pas ? Qu'est-ce qui se passait ? Elle ne travaillait pas elle... Si, elle travaillait, mais le seul problème, c'est qu'elle avait fait tellement de choses de toute sa vie qu'elle en payait les conséquences tout d'un coup, quoi. Et c'est-à-dire que toute sa paye partait dans tous les remboursements qu'elle avait. Et plusieurs fois, elle avait plus que 1 euro pour vivre à la fin du mois. Donc vous lui payiez son loyer, sa nourriture ? Non, pas son loyer. Non, je ne payais pas son loyer, je ne payais pas tout ça. Mais je lui ai donné de l'argent pour qu'elle rembourse un peu ses dettes, un peu ses machins, un peu ceci. Ça, c'était au mois d'octobre. Et
Je vais pas dire la somme, ça vous dérange pas, parce que... Oui, non, vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. Et donc, j'ai donné cet argent de bon cœur, pensant qu'elle allait faire le nécessaire, et en me disant, bon, comme ça, elle va repartir, et puis financièrement, ça ira mieux pour elle, et puis ça sera bien pour nous. Vu qu'on avait dans les projets de vivre ensemble, et ce qui était normal d'ailleurs. Et donc, au mois d'octobre passe, le mois de novembre arrive, et puis un soir, au téléphone, elle me fait « Ouais, dis-moi, tu pourrais pas me repasser un peu d'argent parce que j'en ai plus ?» Je lui fais « Comment ça, t'en as plus ?» La somme que je t'ai passée, qu'est-ce que t'en as fait? Oui, c'était une somme importante, donc vous lui aviez donné. C'était une somme assez éloquente. D'accord. J'ai fait « Comment ça, t'as pas remboursé tes crédits? T'as pas remboursé tout ce que t'avais à rembourser? Qu'est-ce que t'en as foutu de l'argent ?» Elle me fait « Bah ouais, je l'ai claqué. » J'avoue, j'en ai pris un coup sur la tête, là, vous voyez. Ah, je me suis dit, c'est pas possible, là. Je vais vivre avec ça. Je vais vivre avec une femme qui n'est pas capable de se gérer, même quand on lui passe, quand on lui donne. Je vais pas pouvoir. Ça, c'était le premier truc. Et il y a eu plein d'autres trucs comme ça, révélateurs. Et plein d'autres trucs. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas vrai, je peux pas rester avec elle, moi. Je peux pas rester avec elle parce que si je reste avec elle, elle va me pourrir tout le reste de ma vie. Tout le reste, je serai que son porte-monnaie à donner, donner et donner. Et là, ce qui m'a fait encore plus mal au cœur, c'est que un jour, elle m'avait dit, écoute, elle était, ménopausée. Et elle m'avait dit, voilà, au niveau relation pour toi et moi, si la première fois ensemble, quand on était ensemble, c'était génial, cette fois-ci, ce ne sera pas génial parce que moi, je n'ai plus envie. Bon, ça c'est fait au moins. Ça c'est clair. Et moi, j'ai pas accepté ça. J'ai très mal vécu au fond de moi. J'en ai parlé plusieurs fois, m'a rejeté en me disant non, écoute, j'ai pas envie, c'est pas peine d'insister, n'insiste pas, c'est pas possible. J'ai très mal vécu, à tel point que... Mais elle vous a dit ça à partir du moment où vous ne lui donniez plus d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je continuais à l'aider. D'accord. Bon, donc un jour, elle vous a dit qu'elle n'avait plus envie de vous. Voilà. Bon, non, c'est pas qu'elle n'avait plus envie de moi, c'est que elle était ménopausée, elle avait plus envie de sexe. Oui, enfin bon, c'est pas parce que les femmes sont ménopausées qu'elles... Oui, enfin, en gros, c'était de moi, ouais. Elle avait plus envie de faire l'amour, en tout cas. Voilà, exactement. Oui. Et donc, de moi, notamment, parce que c'était moi qui étais avec elle. Et donc, là, ça m'a fait très, très, très mal. Là, j'avoue, j'en ai pris un coup encore sur la cafetière, le second. Et là, je me suis aperçu qu'en vérité, j'étais juste un porte-monnaie, Caroline. Mais juste un porte-monnaie. J'étais juste le porte-monnaie. Et que si je continuais dans ce jeu-là, je ne serais que le porte-monnaie de madame, et rien d'autre. Et au fil des mois, je me suis aperçu que je n'étais que ça, quoi. Donc à un moment, j'ai décidé d'être encore plus méchant qu'elle. Moi, je ne l'ai pas acheté comme un torchon, moi. Ah non, madame. Non. Parce qu'un torchon, on le jette. Moi, je l'ai lourdé comme un sac poubelle. Eh ben, dites-moi, quelle rancœur. On sent que vous en avez... vous en avez gros sur le cœur, mais on vous sent plein d'amertume. Hein. Ça s'est passé quand, là, la rupture? La rupture, ça s'est passé le 11 janvier. Bon. C'est précis. Mais ça a commencé début décembre. Alors, vous allez voir que enfin, bon. Alors, on comprend, c'est encore tout neuf. Mais c'est important que vous arriviez à sortir de cette rancœur et de cette amertume. Parce que finalement, après qui êtes-vous le plus en colère? Après elle ou après vous? Alors, la question est dure, là, Caroline. Hein. Après les deux, je pense. Oui, parce que vous dites après moi, parce que j'étais un imbécile... J'ai quand même ouvert les yeux, mais j'étais un imbécile de revenir avec elle, parce que j'aime pas ce mot-là. Ah, je déteste ce mot-là. Et veuillez me pardonner au nom de tous les auditeurs si je vais dire un mot qui fâche. Mais je pense que cette femme est un cas social. Et je n'aime pas ce mot-là. Oui, parce que cas social, ça évoque beaucoup d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui a des comptes à régler avec les hommes. Bon, vous voyez, cas social, on l'utilise, et c'est vrai de façon péjorative aujourd'hui. Bon, alors ça recouvre finalement tout et n'importe quoi. Mais par rapport est-ce que vous lui avez donné de l'argent dès le début de votre relation? C'est-à-dire, est-ce que l'argent était au cœur de votre relation dès le début de votre histoire? Dès le début, oui. Oui, d'accord. Dès le début.
dès le début. Et quand a été votre prise de conscience que finalement il y avait un intérêt matériel chez certaines... Mois d'octobre. Oui, mais vous me dites que vous étiez déjà avec elle un an avant, vous avez rompu, elle est revenue, donc au mois d'octobre, c'est très récent. Enfin, c'est récent, je veux dire. Année, hein. Oui, c'est de cette année, alors que vous étiez avec elle depuis plus d'un an. Non, j'avais été avec elle un an auparavant. D'accord, oui. On s'était séparés pendant quasiment un an. Oui, mais vous avez été avec elle un an auparavant, combien de temps? 6 mois. Oui, d'accord. 6 mois. On s'est séparés, elle m'a jeté comme un paquet de linchal, comme un torchon. On s'est pas revus pendant un an. Et puis moi, mon amour était là, donc je savais que je l'aimais encore. Bon, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, maintenant vous savez, voilà. Alors comment vous... Parce que là, on sent que vous êtes dans l'amertume, mais vous m'appelez par rapport à quoi, là? C'est-à-dire que vous avez besoin de quoi? Vous recherchez quoi, là? Ah, je recherche rien, Caroline, je recherche strictement... À la limite, je recherche un peu un conseil de votre part, mais je ne sais même pas quel conseil vous allez pouvoir me donner. Est-ce que vous êtes toujours en lien? Oui, c'est ça, parce que vous voulez en parler, mais on sent que la haine est pas loin, et qu'à un moment, bon, c'est bien que vous puissiez en parler, l'exprimer, mais il va falloir que vous arriviez aussi à dépasser ça, parce que ça vous ronge là, hein. Parce que vous voyez, vous utilisez sur les mots de torchon, de sac poubelle. Bon, vous résumez votre relation et je me souviens très bien de vous. Vous en parliez à ce moment-là. Vous étiez vraiment complètement très lyrique, très emporté. Donc évidemment, la descente, elle est d'autant plus dure pour vous. Ah ouais. Bon. Vous savez ce qui me rend triste, oui. Ce qui me rend amer, c'est qu'encore aujourd'hui, je me retrouve encore tout seul. Mais pourquoi vous dites encore? Ça c'est déjà. Parce que quand j'étais avec elle et qu'elle m'a jeté, je me suis retrouvé tout seul, mais dans un désarroi total. J'ai même pas cherché à trouver quelqu'un d'autre et à chercher à autre chose. Oui, mais bon, écoutez, ça peut arriver. Mais pour autant, c'est finalement pourquoi vous êtes vous êtes surtout en colère, j'ai l'impression, après vous-même, quoi. Parce que de vous être fait avoir. Bon, écoutez, à un moment, vos sentiments, vous le dites vous-même, nous. On dit que quand on est amoureux, on est aveugle. C'est pas si vrai que ça. Je pense on sent des choses assez tôt finalement. Mais à ce moment-là, le désir, le sentiment amoureux fait que on les met de côté. Et puis qu'à un moment, la vérité, enfin, ça nous explose en pleine figure. Mais bon, cette femme, c'est pas certainement, Philippe, que vous dites quand vous l'avez rencontrée, elle était dans une situation extrêmement difficile matériellement, puisque son salaire servait à remplacer à venir à bout des dettes, à combler des dettes qu'elle avait contractées. Donc vous voyez bien que c'est un fonctionnement qu'elle a, dans lequel elle est empêtrée, peut-être un fonctionnement très névrotique, et qui va bien au-delà de vous. Donc quand vous dites qu'elle vous a pris pour un imbécile, vous avez été un imbécile, je crois que c'est quelqu'un qui de toute façon a un rapport au réel peut-être, à l'argent très perturbé et un rapport aux hommes particuliers. Mais c'est pas vous en particulier. Je sais pas par rapport... Enfin, moi, je connais un peu son histoire d'avant, donc son histoire d'avant, je vais pas vous la raconter parce que c'est pas moi qui vous la raconter. Oui, parce qu'il faut pas vous encombrer. Je trouve que maintenant cette histoire vous encombre. Non, ça m'encombre pas, Caroline. Non, enfin, ça m'encombre le jour où j'en parle, évidemment, je vous en parle là, donc forcément, j'ai l'impression de le revivre. Forcément, c'est normal. Mais ça m'encombre pas plus que ça. J'ai tiré un trait, c'est fini, j'y pense plus. Si, j'y pense, mais je veux dire que ça m'empêche pas de vivre, quoi. Je veux dire que ça me manque pas. Si vous voulez, cette personne-là, physiquement, ne me manque pas. Je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Bon. Aucun. Enfin, d'avoir arrêté la relation avec elle, j'en ai aucun regret. Et vous avez ma parole d'honneur, je vous dis que j'en ai aucun regret, j'en ai aucun regret. Moi, je vous crois. Là où je me déteste en vérité, Caroline, c'est qu'aujourd'hui, je déteste la façon dont je l'ai jeté. Parce que ma vengeance a été alors cruelle écoutez, et n'en méchante. parlez pas, parce que c'est même pas la peine de, voyez, j'ai pas envie de rentrer dans des histoires de vengeance où vous allez revenir là-dessus. Oui, on va pas rentrer dans les détails de cette vengeance, parce que ça sert à quoi de ressasser tout ça maintenant? Moi, je sais pas, des fois, je trouve que, je sais pas.
Ouais, c'est vrai, ça fait mal gratuitement, c'est vrai, c'est idiot, mais bon, c'est... Bon, vous étiez dans la haine, vous avez voulu vous venger, et c'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous détestez aujourd'hui d'avoir réagi comme ça. Et souvent, vous savez, la vengeance, c'est vraiment c'est le boomerang, hein, ça se retourne contre soi. Bon, il y a quelqu'un qui dit, c'est Nejoud, qui dit il faudrait prendre cette histoire comme une expérience, savoir en tirer des leçons pour l'avenir, mais sans trop de haine ni de rancœur. Alors, il y a des étapes, il y a des phases, c'est-à-dire actuellement, vous êtes dans une phase, mais qui vous haïssez le plus dans cette histoire? Moi, je pense que le problème, ce qui vous rend aussi triste derrière, c'est vous-même, vous vous en voulez à vous-même, alors qu'après tout, à ce moment-là, cette femme, bon, vous étiez... il y a eu... Ne jetez pas tout non plus dans cette histoire. Moi, je me souviens très bien de vous, et quand vous m'aviez appelé, vous étiez très heureux. Ah, c'est vrai. Je ne jette pas tout. Je ne jette pas tout. Bon, donc peut-être que en plus, quand vous dites elle n'en voulait qu'à votre argent, c'était peut-être plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à travers l'argent, bien sûr que vous lui apportiez une sécurité qu'elle ne pouvait pas obtenir. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, elle n'a pas été sincère avec vous. Quand vous m'avez appelé et que vous me racontiez enfin ce que vous viviez avec elle, ce que vous passiez ensemble, à ce moment, les temps que vous passiez ensemble, à ce moment-là, elle vous a aussi comblé, cette femme. À un moment, cette relation-là, vous portez, vous transportez. Alors, vous avez peut-être misé, voyez, vous alliez très très haut, forcément, parce que cette relation vous comblait, et donc vous vous êtes beaucoup projeté dans l'avenir avec beaucoup d'espérance, et du coup, c'est d'autant plus difficile pour vous aujourd'hui. Et donc, pour peut-être faire face à cette difficulté, vous avez envie de tout casser. C'est une phase comme ça. C'est-à-dire, y compris de casser ce que vous avez ce que vous avez vécu ensemble. Mais peut-être que tout n'est pas aussi noir que vous le décrivez. Mais vous avez, en même temps, je vous dis ça et j'entends que vous avez besoin de le faire en ce moment. Vous avez besoin de la diaboliser, de diaboliser la relation pour vous en sortir. Mais dites-vous que vous irez mieux quand vous direz, comme dit Nejoud, que c'est une expérience que vous avez vécue, et comme dans toute expérience, c'est jamais 100% négatif. Non, c'est pas 100% négatif, c'est sûr, c'est pas 100%, mais quand vous misez tout sur une personne que vous aimez, enfin, ouais, j'aimais cette personne, je l'aimais profondément, et franchement, j'avais des sentiments pour cette femme. J'avais même dit à l'époque, c'était la femme de ma vie. Hein, oui. Donc, je me rappelle très bien. Il y a un côté quand même un peu déçu des choses, et quand on s'aperçoit des choses... Oui, c'est pour ça que vous êtes si déçu. Mais vous êtes déçu d'elle, mais de vous... Ouais, je suis déçu d'elle parce que j'ai le sentiment, par rapport à ce que vous me dites, même si vous avez sûrement raison sur certains points, je me suis aperçu quand même qu'elle m'avait un petit peu trompé et berné sur certaines choses. Et je me suis trompé un peu sur elle aussi. Je croyais qu'elle avait changé, elle n'avait pas changé. Je pensais certaines choses. Mais vous vous en voulez il faudrait que vous arriviez un peu à vous pardonner à vous. Ça peut arriver de se tromper. Je suis dans une phase de ma vie où je ne me pardonne rien parce qu'il m'arrive tellement de choses ces derniers temps. Oui, mais c'est pour ça. Pas beaucoup de choses. Mais on l'entend dans le côté encore une fois, je me retrouve seule, et enfin, c'est comme si vous le vivez encore comme un échec supplémentaire. Écoutez, Caroline, quand vous plaquez ou quand vous êtes plaqué, c'est un échec. Quand vous divorcez, c'est un échec. Mais c'est différent. Oui, mais c'est différent de... Pas forcément, d'ailleurs. Pas forcément, parce qu'il peut y avoir vraiment un renouveau. J'étais divorcé, je pensais que c'était un bienfait de divorcer. Bon. Ça m'a fait du bien. Oui, mais vous faites un bilan... Mais après, on dit, putain... Vous faites un bilan très amer de votre vie, là. Donc, je crois qu'à ce moment-là... C'est pas marrant. Eh ben, peut-être que ça serait bon d'aller véritablement en parler. Dans le cadre d'une thérapie, d'abord quelques séances pour faire un petit peu le point. Parce que moi, je pense que derrière cette histoire, il y a beaucoup d'autres choses que vous remettez en question. Et comme cette histoire-là, par rapport à ces événements négatifs que vous avez dans votre vie, par rapport à ce bilan que vous en faites, c'était vraiment la trouée c'était du ciel bleu, là, dans un ciel très... Enfin, un petit coin de paradis dans un ciel très chargé. Bon. Ouais. Et puis ça se dégonfle. Donc vous vous retrouvez avec vos ennuis, face à vous-même. Mais comme dit Ninon, vous avez eu aussi... faudrait au contraire vous dire qu'à un moment, vos yeux se sont ouverts et vous avez eu la force et pris l'initiative de la rupture. Donc est-ce que c'est un échec, ça, savoir se sortir d'une relation qui ne nous convient plus? Non, c'est signe au contraire d'une maturité. Vous avez vécu des moments forts avec cette femme. À un moment, vous vous êtes rendu compte qu'elle était dépassée dans sa vie, qu'elle était
trop en difficulté pour pouvoir entreprendre finalement quoi que ce soit. Et c'est vrai que vous lui apportiez ce recours-là. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'à certains moments, elle n'a pas été honnête avec vous. Maintenant, vous dites que vous êtes au chômage et que c'est compliqué. Mais si vous voulez, il faudrait vous occuper de votre vie maintenant. C'est-à-dire voir comment vous pouvez sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous recherchez? Enfin, vous voyez, essayez de... Parce que là, évidemment, en étant plus sans activité, vous ressassez. Ouais. À l'heure actuelle, je vais vous dire franchement, Caroline, je recherche une seule chose, moi, c'est du travail. Bon. Voilà. Dans quel domaine? Dans la restauration. Mais quoi dans la restauration? C'est vous êtes serveur. Ouais. Et vous êtes où? Vous êtes dans quelle région? Je suis dans les Yvelines, moi. Bah, vous devriez pouvoir trouver. On en cherche des serveurs. Vous savez. La conjoncture, je vais pas faire. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que la conjoncture est ce qu'elle est, mais pour le coup, dans la restauration, on cherche des serveurs. Hein. Mais il y a même des restaurateurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de personnel. Oui. Alors, je vais vous dire une chose, Caroline, il y a un truc qui va vous épater, c'est que moi, je fais partie du Pôle emploi. Je suis au chômage, donc je suis au Pôle emploi. Le Pôle emploi m'envoie des feuilles où il faut contacter les patrons par Internet, leur envoyer votre CV, machin. Ce que je fais régulièrement, et de tous les CV que j'ai envoyés, de tous les CV qu'on m'a demandé de faire, je les ai faits, je n'ai pas eu une seule réponse. J'ai pas eu de réponse de la part du patron. Alors je dirais qu'à ces gens-là, quand vous demandez au Pôle emploi de vous mettre sur la liste de recherche d'emploi de gens pour travailler, prospecter par vous-même. Je sais que c'est très... Oui, ben alors ça, malheureusement, c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est une réalité que connaissent tous les demandeurs d'emploi. Ouais. Vous envoyez 200 CV, vous avez des réponses de quoi? De 2 ou de... Bon, malheureusement, moi, oui. J'en ai pas eu, là, donc, oui, parfois clair. 0. Non, mais parfois 0. Donc... bon, il y a ça, vous faites ce que vous dites de faire Pôle emploi, et c'est très bien parce que comme ça vous percevez vos indemnités et autres, mais déplacez-vous aussi. Prospectez vous-même. Il fait beaucoup de kilomètres pour tout ça. Mais je perds pas espoir, je vais trouver. Je m'inquiète pas pour ça. En tout cas, si quelqu'un est à l'écoute, restaurateur, cherche un serveur, on peut transmettre. Oui. Ah ouais, y a aucun on problème, transmettra. Il y a Farouja qui dit... Je suis pas foutu, moi. Ben non. On sent que vous n'êtes pas foutu parce que vous avez de l'énergie à revendre. Elle est pour le moment elle s'exprime sous forme de colère et d'agressivité, mais ça veut dire qu'elle est là, l'énergie. Et c'est ce que dit Farouja, qui dit transformer toute cette haine, là, cette colère que vous ressentez en énergie positive et constructive. Il n'y a pas d'échec, que des expériences de vie au final enrichissantes. Alors évidemment, quand on est le nez dedans, on se dit oui, encore un échec de plus. Mais c'est vrai quand on met en perspective, on se rend compte qu'on apprend aussi sur soi et donc et c'est vrai que comme vous dites, il y a beaucoup d'énergie en vous. Simplement pour le moment, elle se retourne contre vous plutôt. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de chance, quoi. Oui, mais moi j'y crois pas, j'ai pas de chance. Ah. Je crois qu'à un moment on peut transformer. Il y a des moments dans la vie où c'est vrai que tout s'accumule. C'est comme par des cycles, il y a un peu des lois des séries, il y a quelque chose comme ça. Mais pour autant, pas s'enfermer dans ce côté où on a l'impression que du coup, c'est la loose totale et on est et on se dire que le soleil brille pas pour tout le monde. Je crois qu'à un moment, on peut toujours transformer quelque chose. Quand on change son point de vue. Quand on prend un peu du champ de la perspective, qu'on regarde pas le caniveau, mais un peu qu'on lève les yeux vers le ciel, on se rend compte que il y a un horizon qui peut s'ouvrir. Mais c'est son point de vue qu'il faut modifier. Parce que c'est vrai que si on commence en se disant j'ai pas de chance et j'accumule et tout, il se passera rien. Je veux dire une chose, Caroline. Vous avez 100 fois raison sur ce que vous me racontez là. C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pour entendre la voix de Caroline pour me dire la vérité. Non, je détiens pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Moi, je vous écoute tous les soirs, Caroline. Hein. Oui, mais je vous remercie, mais il n'y a pas une vérité. Il y a des gens, hein, croyez-moi. Hein. Même moi, à travers vos émissions, des fois, vous m'aidez, même sans que je vous ai au téléphone. Vous avez bien fait d'appeler, mais maintenant, il faut essayer, vous, et peut-être d'être aidé. Mais je ne tomberai pas, Caroline. Je ne tomberai pas. Vous savez pourquoi je ne tomberai pas ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une chose qui me tient dans cette vie qui n'est pas très gaie ces derniers temps, c'est mes enfants. Bon. Et rien que par rapport à ça, je ne peux pas tomber.
Bon, alors, puis même si on tombe, on se relève, hein, de toute façon. Ça peut arriver de tomber. Et puis, prospecter. Et puis, encore une fois, s'il y a quelqu'un, un restaurateur dans les Yvelines qui cherche un serveur, 3921, et on transmettra vos coordonnées. Bonne chance. Bonne chance, Philippe. Au revoir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et vous pouvez bien sûr appeler le 3921 pour me parler de vous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Alors vous voulez me parler de votre frère? Oui, j'ai un petit frère qui aura 19 ans cette année. Oui. Et il a beaucoup de mal, Il a du mal à gérer sa vie, je pense, de jeune adulte. Oui. Donc il a grandi en Guadeloupe et il est parti faire ses études à Tours, donc le bac en poche. Oui. Et il a la responsabilité de payer son loyer. Et depuis qu'il est là, il a quasiment jamais payé son loyer. Et donc, je ne comprends pas cette attitude, en fait. C'est-à-dire que tous les mois, on lui posait la question de savoir s'il avait payé. On faisait confiance au fait qu'il nous dise oui, c'était fait. On discutait avec elle. Donc, c'est-à-dire moi, ma mère, sœur et frère, on s'intéressait à ce qu'il devenait. Et au final, au mois de janvier, il y a les contentieux qui ont envoyé une lettre à ma petite sœur qui était sa garante. Oh là là, oui. Avec une somme énorme à payer, quoi. Donc, on n'a pas compris, en fait. Moi, je ne comprends pas. Oui, et lui, comment il explique ça? Il n'explique pas. Mais qu'est-ce qu'il dit quand même? C'est-à-dire, par rapport au fait, l'argent passait où? L'argent qui était dû au loyer, il passait où? Personnellement, j'étais dans l'appartement où il vivait. Oui. Je ne sais pas dans quoi il a passé l'argent. Je ne mettrai pas ma main à couper pour dire qu'il ne se drogue pas, mais j'avais pas l'impression qu'il se droguait. J'ai trouvé 2 bouteilles de rhum vides chez lui. Oui, enfin ça. L'impression qu'il était dans l'allure de l'alcool, mais bon. Non, mais ça, il peut avoir du rhum, des bouteilles de rhum chez lui. Il peut avoir invité des amis ou avoir bu, sans pour autant être alcoolique. Oui, c'est sûr. Enfin, mais vous l'avez vu, vous, parfois ivre, vous l'avez... J'ai jamais vu mon frère ivre. Oui. Jamais, au grand jamais. Oui, mais alors il ne donne aucune, parce qu'à un moment, d'ailleurs. L'argent, le loyer, qui le paie? Qui finance son loyer normalement? En fait, il est boursier. Donc, il ne paie pas grand-chose. Il a une petite chambre d'étudiant dans une résidence universitaire, 200 € mensuels. D'accord. Ça va, c'est pas la mort. Oui, oui. Et voilà, il perçoit un truc comme 400 € de bourse. Mmh. Et bon. Donc, certes, il roule pas sur l'or avec ça, mais je veux dire, il y a plein de gamins qui sont passés par là. Bien Moi, sûr. je suis passée par là aussi. Mmh. Bon, sans faire tout le temps des comparatifs, mais je veux dire, quand on te demande si tu as fait les choses, si tu as une difficulté, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a cassé jusque-là. En fait, il a cassé jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, il nous a fait croire que il avait payé son loyer, en fait, et il ne donnait pas de nouvelles, hein, mais il a fait croire à mon frère, qui essayait de le joindre aussi, qu'il avait payé son loyer, qu'il allait lui scanner les reçus. Et nous, en fait, c'est en arrivant là, il n'a rien payé, rien du tout. Il nous a donné aucune explication et j'ai vraiment du mal à comprendre. Ah oui, mais je comprends. Et puis c'est assez pénible qu'il ne donne pas d'explication. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut pas rester comme ça dans un mutisme face à une situation qui est quand même compliquée et qui peut être en plus très ennuyeuse pour votre jeune sœur qui est garante. Voilà. C'est vers elle qu'on se tourne, donc il faut quand même qu'il fasse face à ses responsabilités, surtout qu'il a ou alors il dit qu'il est, comme vous dites, s'il a des difficultés, il peut se tourner vers vous. Vous êtes la grande sœur et vous semblez très très présente pour lui. Il a sa plus jeune sœur qui est présente aussi. Donc c'est la première année qu'il passe là en métropole. C'est la première année, juste après le bac, il a eu son bac de justesse, pardon.
Et il est là, en fait, on se demande si c'était une bonne idée de le laisser partir. C'est à se demander, oui, parce qu'il sait pas se gérer. Hein. C'est-à-dire, quand il était chez votre mère, évidemment, il ne prenait rien en charge. Tout était... Voilà. Il n'avait pas d'argent de poche à gérer non. Pas vraiment, en fait. Non. On n'est pas... Franchement, l'argent de poche, non, en fait. Oui, donc il se retrouve dans une... C'est le dernier ? C'est l'avant-dernier, en fait. Il vivait un peu chez son père. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. À un moment, je me suis demandé s'il devenait pas fou, s'il se droguait pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? C'est-à-dire que mon petit frère, en fait, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, oui. Moi, je viens en métropole, ça fait un moment, oui. Il vivait chez ma mère. Et ce qui s'est passé, il a eu un moment de je ne sais pas du tout, je n'étais pas là, je vous dis vraiment ce qu'on m'a dit. Il a cassé la porte de la cuisine de chez ma mère. Donc, pour une histoire de comme il n'avait pas les clés, enfin, je ne sais pas trop. Hein. Oui, oui. Elle est arrivée chez elle, il était sur la véranda, il avait cassé la porte de la cuisine. Il a carrément fait un trou, quoi. Donc, moi, je suis arrivée en panique, durant l'été pour parler avec mon frère, quoi. Et donc, il a cassé. Et depuis qu'il a fait ça, en fait, ma mère, elle a classé, elle a mis chez son père parce qu'en fait, ils ne vivent pas ensemble. En fait, c'est mon demi-frère, hein. Donc, d'accord. Ses parents ne vivaient pas ensemble. Donc, elle a mis chez son père. Son père, c'est un gros fumeur qui ne lui a jamais appris, comment est-ce qu'on va dire, la rigueur de se lever le matin pour avoir une activité, tout ça. Oui, mais oui. Donc, il passe toute la journée à dormir. Ah, oui. Mais quand même, je sais pas, moi, je suis arrivée chez lui, je me suis dit, peut-être qu'il s'est acheté un ordinateur, peut-être qu'il s'est acheté de nouvelles chaussures. Oui. Je ne vois pas où est-ce qu'il a mis l'argent. Je ne sais pas. Oui, mais vous donnez un élément important, c'est-à-dire qu'il a quand même une image de père et donc par rapport complètement laxiste, complètement en dehors de la réalité, qui passe son temps à fumer, à dormir. Non, son père ne dort pas. Son père fume tout le temps, mais moi j'ai toujours connu ce monsieur que je pensais être quelqu'un, même si ses parents ne s'entendaient pas ensemble. J'ai toujours vu ce monsieur sportif faire ses boulots de vie de maçonnerie, de débrouille, en gros, en fait, de débrouille. C'est pas forcément de la débrouille, il avait peut-être des contrats, mais faire son sport, même en tant que gros fumeur, je l'ai jamais vu oisif. Enfin, faut dire que je vivais pas spécialement avec lui, mais voilà, donc je comprends pas qu'il n'ait pas pu dire à son fils, et je parle de lui parce que c'est lui qui a gardé l'enfant durant son adolescence, à 15 ans, voilà. Mais, oui, mais ça compte. Ça compte dans ce qu'il a pu lui transmettre, enfin, surtout pour un garçon. Alors vous dites, vous n'avez pas eu la même éducation, vous, semble-t-il, Laetitia, non. Même si vous êtes frères et sœurs. On a 12 années d'écart, que ma mère elle a été fatiguée vers la fin. Oui, puis on n'élève pas ses enfants de la même façon, ils n'arrivent pas au même moment de notre vie, ils n'ont pas la même personnalité, on n'élève pas garçons et filles de la même façon, enfin, et alors si en plus elle était plus fatiguée, et elle ne pouvait pas se reposer sur le père de ce garçon. Voilà. Et donc on sent ça reflète, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dès vos premiers mots, il n'arrive pas à se gérer. Mais c'est comme s'il rencontrait pas de limites en face de lui. Voilà. Mais... C'est les limites qui font qu'à un moment, on se structure. Donc voilà, tout d'un coup, il lui arrive de l'argent parce que finalement, pour lui, il n'avait pas d'argent de poche, il dispose de 400 €. Bon, 400 €, c'est lui. Voilà, si c'est de l'argent de poche, vous voyez, il va dépenser, il peut s'acheter un peu des vêtements, un peu d'alcool, un peu de. Des tas de gamins sont passés par là. Hein. Comment ? Des tas d'étudiants. Mais je ne dis pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils sont plus ancrés dans la réalité, plus cadrés, et bien sûr, ils se rendent compte que cet argent ne le dépense pas inopinément, parce que sinon, il faut payer le loyer, il faut pouvoir se nourrir. Mais là, c'est comme si ça fait penser un peu aux premiers, aux jeunes, aux enfants, aux pré-ados, aux ados, quand ils ont de l'argent de poche, ils claquent tout d'un coup. En une fois. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils savent pas. Alors, ça dépend de la personnalité des enfants. Il y en a qui thésaurisent déjà, et très tôt. Bon, mais de façon générale, les premiers argent de poche, les enfants claquent tout, dépensent tout.
Et puis après, ils se rendent compte que, ah bah oui, d'accord, on s'est acheté tous les bonbons, mais si on veut acheter tel livre ou telle vidéo, bon, il faut un peu mettre de côté parfois. Mais là, c'est comme si il est lâché, il n'est pas dans son environnement habituel, il a plus de cadre autour de lui et il sait pas faire face. Mais c'est tout ça, en fait, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Tout son environnement, c'est lui qui l'a choisi. Il a choisi sa fac, il a choisi où est-ce qu'il voulait aller. Et c'est certes, il n'a, d'une certaine façon, j'ai discuté encore dernièrement avec ma soeur, il n'a fait aucune démarche, on va dire, de le sens où pour partir, pour aller faire ses études et tout ça, il faut faire ses démarches, c'est-à-dire faire ses demandes, s'inscrire et tout ça. Il n'a rien fait du tout. Il a eu la chance d'avoir une petite sœur, ma petite sœur, sa grande sœur, qui a fait ça pour lui, la chance ou la malchance. Elle vit à Tours aussi ? Non, nous ne sommes pas à Tours. Moi, je suis à 600 km de lui et ma sœur, elle est en Guadeloupe, en fait. Elle vit en Guadeloupe. Donc, il est seul à Tours ? Il est seul à Tours. Je pense qu'il est pas prêt à être seul. Hein. Il est trop lâché, là. Enfin, c'est clair, mais moi, ce que je ne comprends encore moins, c'est le fait qu'il ait menti. C'est-à-dire que... Mais oui, mais comme un enfant qui se rend compte qu'il y a un problème, et vous avez raison, c'est-à-dire que ça aussi, ça montre son immaturité. C'est-à-dire que, bon, s'il se rend compte, voilà, il a... mais c'est comme un enfant qui va faire une bêtise et puis qui va la cacher parce qu'il se dit, oh là là, je vais me faire disputer. Oui, et face à ça, en fait, moi, je ne sais pas comment faire, comment réagir. De toute façon, là, il faut mettre un cadre autour de lui, et comme dit quelqu'un, là, il faudra un prélèvement automatique déjà pour le loyer. Parce là, en fait, moi, on a déjà été toutes ces bêtises là, parce que voilà. Oui, mais il faut pas que ça recommence. C'est-à-dire que bon, ça peut lui servir de leçon, mais pas forcément. Donc, si vous voulez, dire. On va instaurer un cadre autour de lui, c'est-à-dire que ce qui est des dépenses, et d'autant plus que vous avez quand même votre sœur qui est garante, il ne faut pas que ça soit elle, il faut quand même qu'il prenne conscience que les ennuis retombent sur elle. Il a une responsabilité. Donc, compte tenu de ça, maintenant il y a de l'argent qui lui est prélevé automatiquement pour le loyer, pour les factures et autres. Mais écoutez, il doit vous donner... place là, mais bon, là, quand on s'est déplacé, c'était pas possible, on va dire de façon administrative. Oui. Du coup, il a la charge après tout ça, parce que du coup, il y a moi on a discuté avec lui. Finalement, on a réussi à avoir notre mère pour discuter avec lui. Les gens chez qui on a été payé le loyer, je vais pas dire lui ont pris la tête, mais on discutait avec lui à tout ça et tout. Et donc là, normalement, il a la responsabilité de faire en sorte qu'on puisse pouvoir faire, cette année ça va pas être possible, mais pour pouvoir mettre en place un compte où ils peuvent faire des virements automatiques ou des prélèvements, peu importe. Oui, un prélèvement automatique, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut là. Il a la responsabilité de faire et ça. par rapport à ses études, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il s'investit à ses cours ou pas? Ou c'est pareil? Visiblement, à ce qui paraît, il est défaillant. Et oui, voilà. Oui, il est totalement, il est en roue libre là. Il est arrivé chez ma mère. Bon, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un cadre. Hein. C'est-à-dire que, alors, on sait bien que la première année, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes décrochent. C'est pas le propre de votre frère, parce que justement, ça demande une certaine maturité et qu'ils n'ont pas tous à cet âge-là. Ça dépend lesquels, parce que c'est pas une question d'âge, hein, seulement la maturité. Mais sortir du cadre papa, maman, ou bon, c'est contraignant, on en a marre, mais en même temps, c'est quand même un cadre. À tout d'un coup se retrouver dans une petite chambre d'étudiant ou un studio, ou bon, pour les plus chanceux, et là, la liberté, on peut en faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la liberté, elle va jamais sans contrainte. Or là, il y a presque un vertige par rapport à tout ça. Il ne sait plus, il ne sait pas faire face. Vous l'avez dit, il ne sait pas se gérer, se prendre en charge. Mais il faut quand même c'est-à-dire que, bon, on peut accorder que la première année, ça soit une année où un peu perdue, où il faut qu'il trouve ses marques. Surtout qu'en plus, c'est quelqu'un qui le dit, hein, des jeunes qui sont expatriés sans leur famille, c'est dur, c'est un sacré changement. Venir en métropole alors qu'il avait toujours vécu en Guadeloupe dans un cadre familial, c'est vrai que c'est dur. Hein, il faut pas sous-estimer ça. Mais pour autant, il faut quand même lui mettre un marché, un contrat en main là. C'est-à-dire que c'est pas une deuxième année comme ça où si c'est pour ne pas aller en cours, ne pas travailler, à ce moment-là il fait une formation, il trouve du travail, il revient en Guadeloupe, mais il reste pas comme ça sans rien faire. Notre histoire, hein, identifier
identifier quelque chose qu'il pourra faire, qu'il voudra faire. Ça encore, parce que c'est sûr que là, on va pas le garder en Alors peut-être qu'il a besoin d'une aide aussi, parce que derrière quand même quelqu'un qui est un peu comme ça, si vous voulez, il faut toujours être vigilant, voir comment il va, c'est-à-dire comment, parce qu'on sait bien qu'il y a des jeunes quand même qui arrivent plus à s'insérer socialement que d'autres, et derrière ça, il faut quand même voir comment va-t-il psychiquement. Il faut s'en assurer. Et de lui poser la question, est-ce que il a l'impression qu'il est trop lâché, qu'il est perdu, qu'il est perdu dans sa vie, qu'il n'arrive pas à se prendre en charge et que peut-être il aurait besoin de pouvoir en parler, être un peu aidé, être un peu soutenu. Parce que c'est trop brutal, je pense, d'un coup. Il y a des jeunes qui peuvent y faire face, vous le dites, Laetitia, vous avez pu faire face, vous étiez mieux structurée, mais ça dépend de la personnalité de chacun et il y a des jeunes gens qui ont besoin d'être aidés dans cette période un peu charnière, là. Plus que charnière, d'ailleurs. Oui, plus que charnière, surtout le début de... Mais comme vous dites, c'est l'entrée dans l'âge adulte avec les responsabilités que ça suppose et certaines n'appréhendent pas bien la réalité. Ouais. Mais du coup, et il a quand même le modèle, bon, alors il y a votre mère qui a été là, mais vous dites que votre maman à ce moment-là était aussi un peu fatiguée, donc peut-être qu'elle a un peu lâché, elle a fait ce qu'elle a pu, mais il a aussi ce modèle de père qui quand même, lui, dans la vie, vous voyez, il n'a pas de projet, il est là, c'est un gros fumeur, il dort, enfin c'est pas très stimulant, hein, ce modèle-là. Mon frère, il fume pas mal aussi, hein. Franchement. Votre jeune frère? Ouais. Oui, mais ça n'aide pas. Je n'ai jamais fumé, mais la chambre, franchement, c'était du n'importe quoi. Oui, mais ça n'aide pas. Hein. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un sentiment de déréalisation. Enfin, il est déjà qu'il a du mal avec la réalité, avec les contingences de la réalité. Mais alors, pour le coup, s'il fume pas mal, il peut se réfugier dans son petit monde comme ça et perdre un peu le sens des réalités. Alors en plus, c'est toujours, il faut être prudent sur quelqu'un s'il est un peu fragile, s'il est un peu il se réfugie là-dedans et il faut l'aborder avec lui. Ça a un coût aussi, hein. Oui, c'est sûr. Ça a un coût, c'est-à-dire que il faut bien qu'il achète. Un revendeur, enfin, s'il fume pas mal, bon, il y a peut-être une part du budget de la bourse qui passe là-dedans, hein. Ouais, non, mais si vous voulez, parce que donc c'est pas son père qui va pouvoir prendre les choses en main. Est-ce que votre mère peut aussi faire, parce qu'il manque d'autorité finalement. Oui, mais il manque de tout. Je comprends pas que moi, je vais peut-être critiquer ma mère, son père et tout. Je comprends pas qu'on puisse être en gros, d'une certaine façon, baisser les bras, en fait, même si elle a essayé de l'aider, mais je veux dire, cet enfant-là n'aurait pas dû se retrouver comme ça, quoi. Je veux dire, n'aurait pas dû... Enfin, moi, je sais pas. Quand il va retourner en Guadeloupe, moi, je suis en France métropolitaine, je vois pas comment est-ce que je peux l'aider à distance. Déjà. Bon, écoutez, vous verrez si vous vous retrouvez en Guadeloupe, peut-être un peu parler avec lui, faire le point et lui dire qu'il faudrait qu'il se fasse aider. Parce que certainement qu'il a du mal avec la réalité, avec ses cours, il sait pas où il va, il a pas de projet, qu'il faut qu'il se fasse aider psychologiquement. Mais j'ai l'impression que ces personnes qui sont dans cette situation sont pas si rares que ça, hein, parce que... Non, vous avez raison. De vouloir... On rencontre ça de façon, c'est assez fréquent, oui, chez les jeunes gens. Une dame qui a un gamin d'une vingtaine d'années. Et j'avais l'impression que c'était un peu ça aussi. Oui, mais il y a des jeunes gens quand même qui arrivent à s'insérer socialement, enfin avec moins de difficultés. Mais là, il a peut-être pas jusque dans son parcours rencontré suffisamment de limites, suffisamment d'autorité. Et il est livré à lui-même et avec, si vous voulez, dans ce côté, la pulsion immédiate, la satisfaction immédiate, c'est-à-dire tout ce qui est de l'apprentissage, de l'effort, qui à un moment, oui, c'est contraignant, mais c'est ce qui permet d'être libre. C'est ce qui permet d'être libre parce que c'est ce qui va permettre de décider, d'avoir le métier que l'on souhaite, de pouvoir prendre décider réellement dans sa vie. Alors que là, il a l'impression qu'il est libre de rien. Il est libre de fumer tant qu'il peut pour finalement échapper à une réalité qui lui convient pas bien ou parce que tout lui échappe. Comment le faire entendre Mais en lui disant que en mettant quand même un cadre et éventuellement des sanctions, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que sa deuxième année se passe comme celle-là.
Donc soit, si cette année-là ne lui plaît pas, qu'il se rend compte que c'est pas le projet, à ce moment-là, réfléchir à ce qu'il veut faire pour l'année suivante. Et ça démarre maintenant. Et peut-être, s'il dit je ne sais pas, j'y arrive pas, je suis perdu, ou je sais, à ce moment-là, lui dire d'aller voir quelqu'un. Qu'il soit aidé sur le plan psychologique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils. Ben oui, parce qu'il faut qu'il ait un cadre autour de lui, et vous le dites vous-même, bon, il en manque de cadre. Donc vous êtes loin, vous êtes à 600 km, mais il faudrait c'est pas une bonne chose qu'il soit aussi. Il est trop seul là, je pense, trop isolé. Mais il peut, si vous voulez, il peut demander à la fac. Il y a un bureau d'aide universitaire, il y a une aide psychologique, il y a des psys, il y a des psychologues en fac. Oui. Donc il demande, vous pouvez lui dire qu'il se rapproche à ce moment-là de la fac, qui bénéficie au moins de cela, qu'il aille au BAPU. D'accord, je lui en parlerai. Je sais pas après ce qu'il en fera. Dites-lui qu'il aille au bureau d'aide psychologique universitaire, le BAPU, où il peut bénéficier, il peut faire à la fois un bilan de santé, et il y a aussi des psychologues donc qui connaissent bien ces problèmes, des jeunes comme ça qui sont sans projet, qui sont un peu perdus. À qui il peut parler de ce problème-là, du fait qu'il fume pas mal. Montrez-lui que vous êtes au courant, que vous n'êtes pas dupe, et que là, que ce soit les médecins ou les psychologues, ne vont pas porter un jugement, ne vont pas, ça peut lui dire, c'est pas bien, il faut pas fumer, parce que je veux dire, ils sont pas là pour ça, ils sont pour aider à parler un petit peu de pourquoi, qu'est-ce que ça cache, faire le point avec lui. Et qui profite de ça, au moins à la fac, il a cette possibilité-là d'aide et de soutien. D'accord, donc vous dites le BAPU. Le BAPU, BAPU, Bureau d'aide psychologique universitaire. Ok, ça marche. Mais il y a aussi des médecins. Voilà. Merci. Bon courage. Au revoir Laetitia. Au revoir. Vous êtes à l'antenne, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Il faudrait que vous éteigniez la radio parce que ça fait du larcène. Voilà, j'éteins. Voilà, je suis assez émue parce que c'est pas souvent qu'on me dit oui dans ma vie. Donc, voilà, ce soir, vous voyez, vous avez eu Jeanne ou Paul et ils ont dit oui, allez. Voilà. Et on vous accueille. Voilà. Donc je suis assez touchée. Donc je vais vous résumer un petit peu. Donc je suis l'aînée de 3 enfants. En ce qui concerne, je voulais revenir sur ce que Madame Prieur nous avait dit. Oui, l'émission avec Nicole Prieur dimanche autour de la thématique sur la famille. Sur la fratrie et sur la succession. Oui, on l'a abordé, oui. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis l'aînée de 3 et mes parents m'ont attendue pendant 10 ans. Ah oui. Et quand je suis arrivée, ça devait être trop tard, ça devait pas être le moment. Ils étaient sur le point d'adopter. Et voilà, donc je suis arrivée dans de mauvaises circonstances avec les forceps et donc j'ai eu la joue abîmée un petit peu. Je vous dis ça parce que c'est pour vous expliquer un petit peu les relations que ma mère a pu avoir, que j'ai pu avoir avec ma mère. C'est après sa mort que je me suis rendu compte par des écrits qu'elle avait la phobie du sang. Donc quand elle m'a vue ensanglantée, si vous voulez, à la naissance, elle n'a pas pu me prendre dans ses bras et il n'a pas pu y avoir d'empreinte maternelle. Elle a pu peut-être vous prendre après dans ses bras, non ? Non, parce qu'en réalité, elle n'attendait pas une fille. Voilà. Au bout de 10 ans, vous pensez, parce que c'est excessivement long, 10 ans d'attendre un enfant. Oui. Et malgré tout, quand vous êtes arrivé, vous n'étiez pas l'enfant que votre mère attendait, cet enfant idéal que tout parent a dans la tête. Oui. Et en général, avec la réalité, heureusement, les choses sont bien faites. En général, entre le bébé idéal qu'on a dans la tête, l'enfant idéal, et le bébé réel, il y a un ajustement. Mais là, pour vous, ça ne s'est pas fait, vous pensez ? Non, je pense que ça ne s'est pas fait, non. Non.
Et vous pensez que c'est lié aussi au fait qu'il y a eu ce problème avec le forceps et qui vous a un peu abîmé la joue? C'est quelque chose qui est resté, donc vous en gardez une petite trace? Moi, je pense, oui. Je pense. Non, c'est pour elle. Elle, c'était. Mais je l'ai appris qu'à sa mort. Et qui vous l'a dit alors? Sur les lettres. Sur des lettres. C'est vous qui avez découvert ces lettres, hein? Oui, parce qu'en réalité, dans la succession, bon, j'ai récupéré les lettres, quoi. D'accord. Après, donc, il y a eu d'autres enfants, oui. Mon père était très en colère après le médecin accoucheur de m'avoir mis dans cet état-là. Donc, si vous voulez, en tant que bébé, automatiquement, j'ai ressenti un rejet. Automatiquement. Bon, moi, je l'explique comme ça. Oui, vous reconstruisez votre histoire comme ça. Je reconstruis mon histoire comme ça. Mon père, j'ai dû entendre cette colère, etc. Donc, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que après, il y a eu des éléments aussi. Là, vous voilà. vous écrivez le roman de votre vie, oui. Mais ça veut dire que, en même temps, c'est mêlé à une succession. Alors, pourquoi vous voulez parler de cette succession? C'est-à-dire, parce que vous faites le lien avec l'émission de Nicole Prieur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ensuite, donc j'ai eu un frère qui est arrivé tout de suite après, donc qui a posé aussi un problème de santé avec une fente labiopalatine. D'accord. Qui s'opère bien, ça. Oui, mais à l'époque. Moins bien, c'est vrai. Oui. Et donc. Il a quel âge votre frère? 53. Oui. Et donc, mon père étant dentiste, c'était un petit peu la honte. Donc, finalement, ils sont partis à Paris pour le faire opérer. Et en reconstituant toute l'histoire, je me suis rendu compte que finalement, mes parents n'étaient jamais l'un avec l'autre. C'est-à-dire que moi, j'étais souvent avec une des grand-mères. Mon frère, après, donc, s'est fait opérer. Et ensuite, 5 ans après, il y a eu la naissance de ma sœur. Et là, ma mère était prête à avoir un enfant. Et donc, là, c'était vraiment l'enfant désiré, accepté. Oui, c'est ça. Désiré, je pense que vous l'étiez également, mais vous êtes arrivé, il y avait une surprise au moment. Elle était prête, oui. Il y a quelque chose, en tout cas, elle correspondait plus, celle-là, peut-être à cet idéal, bon. Voilà. Puis c'était là. Il n'y a pas eu de problème au moment de l'accouchement. L'accouchement était traumatique, aussi bien pour votre naissance que pour celle de votre frère. Ça s'est déroulé dans des conditions plus apaisées, plus favorables pour votre sœur. Voilà. Donc ça a permis effectivement que le lien certainement se mette en place plus précocement, mère-enfant. Entre ma sœur, entre ma mère et ma sœur, entre ma sœur. Et quelle relation avez-vous avec vos frères et sœurs? Alors justement, aucune. Donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, moi, je me suis sentie un petit peu de trop dans cette famille. Je ne trouvais pas ma place parce que ma sœur a fait, elle, une dyslexie. Donc c'était la honte pour la famille. Il fallait absolument guérir cette dyslexie dans la mesure où, il fallait être bon à l'école et réussir. Il y avait beaucoup d'exigences en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de désirs qui devaient peser sur vous qu'après, il y avait des exigences très fortes parce que tout était signe de honte, synonyme de honte, semble-t-il. Bon, on va continuer à en parler après le journal de minuit, donc ne raccrochez pas, s'il vous plaît, Marie. Il est minuit sur Europe 1, c'est l'heure du journal présenté par Annabelle Villemont. Bonsoir Annabelle.
Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous et aussi de me faire part de toutes vos réactions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors un message de Nounette pour Philippe qui était le premier intervenant et qui nous parlait de cette histoire d'amour qui s'était mal terminée parce qu'il avait eu le sentiment de s'être fait avoir. Nounette dit: après mon divorce, j'ai passé 2 ans à en vouloir à mon ex, à la terre entière, à la vie, avant d'ouvrir les yeux un peu sur les petits bonheurs qui jalonnent le quotidien et qui offrent d'autant plus de raisons de retrouver le sourire. Courage et patience seront vos meilleurs alliés. Et puis des messages aussi pour Laetitia qui nous parlait de son jeune frère qui était arrivé en métropole et qui avait, il payait pas son loyer, sa chambre d'étudiant, et puis tout d'un coup, ils ont eu évidemment des démêlés. Il n'arrive pas à s'expliquer par rapport à ça. Il ne va pas non plus en cours. Laurence de Picardie dit: beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés au moment de cette prise d'autonomie. Il a sans doute besoin de se fixer des repères dont il manque actuellement. Proposez-lui peut-être de se faire aider au vu des difficultés qu'il rencontre. Il y a First Lisa qui dit: attention, parce que s'il est défaillant, il sera obligé de rembourser la bourse. Je ne sais pas si c'est obligé de rembourser, mais en tout cas, il n'en aura pas l'année prochaine. Ça, c'est clair que s'il ne va pas en cours, c'est le motif premier, c'est d'avoir du suivi et de la régularité. Ça justifie. Donc évidemment, on va lui sucrer sa bourse s'il continue comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui dit: pourquoi n'essayez-vous pas qu'il se rapproche de vous dans une fac? Mais peut-être que aussi Laetitia n'est pas dans une ville où il y a des facultés. Alors, on va retrouver Marie. Alors, Marie, vous vouliez me parler suite à l'émission de dimanche, où Nicole Prieur était mon invitée, où on parlait de la famille et où parmi on aurait pu faire une émission presque par différents sujets, puisqu'on a parlé des rivalités frères-sœurs, on a parlé des problèmes de succession qui se posaient au décès des parents. Et justement, ça vous a donné envie de réagir parce que vous dites que dans cette émission, elle a été très éclairante pour vous. En quoi, justement? Qu'est-ce que vous avez appris? Elle a été très éclairante dans la mesure où j'étais la préférée de mon père, si vous voulez, mais il ne l'exprimait pas. Et donc ça, c'était bien ressenti par mon frère et ma sœur. Et surtout, du fait que ma sœur avait ce problème de dyslexie qu'il fallait absolument résoudre, à l'époque, les psychologues avaient dit à ma mère que, en réalité, ma sœur était jalouse de moi, donc il fallait absolument tout faire pour renverser les choses et faire en sorte qu'elle ne soit plus jalouse, de façon à ce qu'elle puisse éventuellement progresser dans ses études. Alors que moi, j'ai été obligée, comme vous disiez, il y avait beaucoup d'exigences sur moi, et donc j'existais par les études, que je réussissais. Quand vous avez ça, il y a eu au moins cet effet positif, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup investi dans les études et vous avez fait des études supérieures, secondaires. J'ai fait des études supérieures, mais je les faisais alors que je n'étais pas bien dans ma peau. Oui, mais ça a été une façon de compenser, de sublimer aussi, au moins de ce côté-là, d'avoir une reconnaissance. Est-ce que vous avez pu faire le métier que vous aimiez? Non, pas du tout, pas du tout, parce que quand j'ai terminé, il y avait 3 années de stage et ils m'ont coupé les vivres dans la mesure où il y avait ma sœur dont il fallait absolument payer une grande école d'hôtesse, voilà. Et alors Nicole Prieur a bien dit dans cette émission qu'à un moment il fallait essayer de solder les comptes du passé. Est-ce que vous pensez que vous y êtes arrivé ou est-ce que ça reste compliqué? Non. Et non, justement, parce que lors du décès de mes parents, il y avait 30 ans que j'avais pas vu ma sœur. Donc, parce que elle a été mariée, mariée à un très beau mariage. Et
disons que moi, j'ai pas réussi dans la vie, si vous voulez. J'ai pas eu un travail qui correspondait à mes études et je n'ai pas eu un mari qui était de la même classe sociale que mes parents, voilà. Et par contre, mon frère, je ne sais pas comment il s'en est sorti parce qu'il était détesté par mon père. Et puis ma mère faisait pas attention non plus à lui. Et donc, il s'en est sorti en s'éloignant géographiquement et en se mariant avec une femme dont la mère a fait office de substitut maternel, si vous voulez, à mon frère. Et donc, il a pu s'en sortir comme ça, sans grand dommage, quoi. Et il a réussi professionnellement. Donc, lors de la succession, j'avais pas vu ma sœur depuis 30 ans, mon frère pas plus, parce que j'avais été mis au banc de la famille dans la mesure où à 22 ans, quand je me suis retrouvée avec mes diplômes, il se trouve que j'ai eu des TOC. Et à l'époque, on ne soignait pas les TOC. Donc, j'ai été rejetée de la famille comme la malade. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, par rapport à ces TOC, est-ce que vous avez été prise en charge? Est-ce que vous avez pu parler de votre histoire familiale? Parce que, vous voyez, ma question, je vous demandais si... C'est vrai que Nicole Prieur disait qu'à un moment, elle expliquait qu'il faut arriver à sortir un peu de la famille, qu'il y a une vie en dehors de la famille. Et ça peut être compliqué quand on a beaucoup de souffrance et quand on a le sentiment de ne pas avoir été reconnu au sein de sa famille, mais qu'il y a peut-être d'autres façons de l'être, parce que vous pouvez pas demander à les personnes, elles changent pas comme ça. Et peut-être que justement lire son livre vous apporterez un peu quelques clés, ou vous ouvrirez des horizons, ou en tout cas, si vous ressentez le besoin, d'aller en parler, parce qu'on sent que vous avez besoin de parler de cette histoire familiale qui vous pèse, et où malheureusement, souvent au décès des parents et au moment des problèmes de succession, les conflits, ce qui n'a pas été résolu, ressurgit. Et c'est bien pour ça qu'il y a autant de déchirements autour des héritages, alors même que l'héritage est modeste. Mais voyez, parce que c'est dommage de se laisser encombrer par toute une histoire comme ça familiale. Ce serait important de pouvoir en parler. Oui, mais j'ai essayé, j'ai fait beaucoup de tentatives avec des psychologues, avec des psychiatres, mais ce que j'aurais souhaité, c'était une psychothérapie analytique, quoi. Bah ça se trouve, ça, hein. Oui, mais donc... Vous pouvez trouver justement, si vous voulez effectivement mettre un peu toute votre vie sur le tapis, redérouler toute votre histoire, puisque vous remontez dès les circonstances même de votre naissance, de votre venue au monde. Oui, mais un thérapeute analytique, vous pouvez trouver un psychanalyste. Oui, c'est ce que je compte faire. Hein. Mais vous avez lu son livre le titre, c'est Petit règlement de compte en famille. Ah oui. Non, je ne l'ai pas lu. Non. Parce que si vous voulez, elle a une approche, c'est pour ça que je l'avais invitée, c'est chez Albin Michel. Hein. Elle a une approche d'autant plus intéressante que elle est psychanalyste, Nicole Prieur, mais elle a une formation philosophique, et ça se sent vraiment beaucoup dans son livre, parce qu'elle ouvre des perspectives. Il y a quelque chose de très, comment dire, d'ouvrir un horizon. C'est subtil, mais elle ouvre. Il y a beaucoup, si vous voulez, son livre donne beaucoup d'ouverture vers le monde, vers l'extérieur, elle apporte des réponses, je trouve, autres. Et cette double formation est particulièrement enrichissante et il y a beaucoup de créativité. Voilà. Et elle dit qu'à chaque moment, on peut réinventer, recréer sa vie et puis sortir un peu d'une espèce de chape de plomb. Donc, elle fait un site aussi, paroledepsy.com, où vous pouvez poser vos questions. Elle a dit à la fin de l'émission, si vous souhaitiez, au sujet de la famille.
Oui. Donc, pour en revenir à la succession, eh bien, il y a eu ma sœur étant la préférée de ma mère et ma mère tenant les cordons de la bourse. Eh bien, elle a fait du chantage au notaire, et donc, il fallait absolument suivre la danse qu'elle a fait mener. Voilà. D'accord. Et donc. Et c'était quand ça s'est passé quand? Il y a 2 ans. D'accord. Il y a 2 ans. Bon, ça serait bien que vous puissiez un peu en parler, parce que vous voyez, j'ai un petit mail de Laurence qui dit: on réécrit notre enfance, on se reconstruit un roman avec des souvenirs vécus, ressentis ou rapportés. Le principal est que vous réussissiez à vivre pour vous aujourd'hui, sans porter le poids de votre enfance, ni le rejet, entre guillemets, de votre fratrie. Pesez ce lourd bagage et vivez pour vous, il est temps. Oui, il est grand temps. Vous voyez, il est temps. Or, on sent que ça vous pèse, hein. C'est bon, ça pèse sur vos épaules. Allez en parler pour vous libérer. Oui. Ne restez pas comme ça, parce que vous allez voir aussi elle le disait très bien, Nicole Prieur, c'est-à-dire que notre esprit compte avant tout, c'est comme ça, on est fait comme ça, ce qui nous a manqué, ce qui nous a fait défaut, ce qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas reçu. Mais parfois, quand on réécrit son histoire, et finalement la thérapie sert à cela aussi, c'est-à-dire à faire jaillir un peu de la nouveauté, du neuf, là où quelque chose est figé. Ah oui. On se raconte toujours la même histoire. Donc finalement, on réécrit son histoire, puisqu'on évoque des souvenirs, puis ces souvenirs vont interférer avec d'autres, puis ça prend une autre épaisseur, et on réécrit cette histoire, et finalement, de cette histoire familiale que l'on a eue, au lieu de la porter comme un fardeau, on se rend compte qu'il y a eu aussi des choses qui nous ont été très bénéfiques et très salutaires parfois. Oui. On voit un petit peu plus ce qu'on a reçu. Oui, je comprends bien, mais je n'avais pas ces lettres, et comme on était dans une famille de non-dits et de secrets, il n'était pas possible de comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, mais vous voyez, je trouve que c'est terrible des lettres, justement. Ça, c'est les lettres que vous avez eues après le décès de votre mère, parce que si vous voulez, il y a quelque chose d'implacable. On le dit d'ailleurs, les paroles restent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui. Et je trouve que dans des lettres, il y a tout d'un coup comme une réalité, quelque chose qui vous apparaît à ce moment-là comme la seule réalité possible. Oui. Et vous ne pouvez plus en discuter, c'est-à-dire qu'on est presque, c'est plus vivant, c'est figé. Ça reste dans quelque chose de complètement figé, et vous prenez cette réalité-là en pleine figure, sans pouvoir finalement en parler. Donc s'il y a des lettres à donner, c'est toujours du vivant, que la personne puisse poser des questions, en parler, dire pourquoi tu as dit ça. Oui, mais je trouve que des lettres trouvées après un héritage, une succession, quand les auteurs des lettres ne sont plus là, je trouve ça terrible. Ou alors il faut faire attention à ce qu'on écrit et édulcorer des versions. Parce qu'en plus, je vais vous dire, on écrit des choses à un moment donné de notre histoire. On a ressenti ça, on a vécu ça. Mais au fil du temps, certainement qu'on aurait on demande à la personne, mis en perspective, on n'écrirait plus les mêmes choses, ou on ne dirait plus les mêmes choses. Or, vous restez avec ces lettres-là à un moment T. D'accord. Donc, c'est important aussi. C'est un matériau sur lequel vous pouvez en faire un point de départ, mais c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas la vérité. Oui, mais j'ai compris beaucoup de choses grâce à ça. Oui, mais parce que ça faisait écho à des choses que vous pensiez aussi, mais je vous dis, il y a aussi certainement d'autres lectures. Oui, tout à fait. Et ce qui était important aussi dans l'émission, c'est que Nicole Prieur parlait de médiateur quand ça se passe pas bien. Oui, bien sûr. Oui, elle disait qu'à ce moment-là, il fallait, si on le pouvait, faire référence à un médiateur. Parce que quelquefois, le notaire est prend parti. Oui, ce qu'il ne devrait pas. Normalement, ils ont aussi. Il ne fait pas les négociations qu'il devrait faire, et sans l'agrément. Bien sûr. Et donc, lui, ce qui est important, c'est qu'il touche ses émoluments et que la signature se fasse au plus vite de l'acte authentique. Oui. Voilà. En tout cas, je suis heureuse que cette émission vous ait permis un petit peu d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Et je vous dis, le livre est un bon prolongement. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Au revoir, Merci Marie. Beaucoup.
Au revoir. Et Brigitte dit, même pour les journaux intimes, à éviter de lire. Oui, moi je trouve que c'est vraiment des cadeaux empoisonnés. Alors ça dépend si la personne qui a écrit ces lettres a pris le soin justement de faire quelque chose qui puisse être lu sans que ça blesse. Mais c'est pas toujours le cas, hein, quand on jette sur le papier comme ça, c'est sa vie, son ressenti. Donc c'est vraiment à double tranchant. On accueille Stéphane, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir, quelle énergie. Ah voilà, écoutez. À cette heure avancée de la nuit. J'aime beaucoup votre émission, mais là, je vous appelle parce que il y a beaucoup de cas qui sont assez tristes. Mais là, oui, un peu difficile, c'est vrai. Oui. Et donc, mais là, moi, j'ai envie de faire rigoler un peu les auditeurs. Mais c'est pour ça quand j'ai vu votre fiche, Stéphane, je me suis dit oh là là, j'ai dit ça va nous faire du bien. Voilà. Et donc il est pas encore 30, non, mais ça a sonné quand même. Minuit 27, mais vos horloges ont sonné. Voilà. Et donc, comme j'ai dit à Jeanne, oui. Je n'ai pas non seulement des horloges, mais j'ai un phonographe Pathé Marconi de 1925. Non. Oui. Ah, c'est magnifique ça. Alors, donc, ce que je vais faire, Caroline, oui. Sans prétention, je vais prendre votre place pendant 20 ou 30 secondes. Oh volontiers, allez-y. Et donc, je vais donc... alors, attendez, parce qu'il me faut un petit peu de... Parce que oula, Fifi, je vois, est à l'affût. Là, il s'est rapproché de sa console. Voilà, c'est mécanique, hein, tout ça. Oui, il faut qu'on... donc voilà. Faut qu'on relie la console où tout est numérisé, tout est avec votre vieux phonographe. Voilà, alors donc, mes chers auditeurs, auditrices, vous êtes bien sur Europe 1, nous allons entendre un disque 78 tours de 1925. Alors, je vais vous en faire entendre pas longtemps, parce que techniquement, je sais que vous êtes un petit peu pressé. Donc, ça va être 78 20 tours. secondes. Hein, ouais, ok. Alors, on est parti. C'est parti. J'imagine les gens qui se branchent sur Europe 1, là, ils vont dire, mais qu'est-ce que la programmation musicale est vraiment pourrie. Vous dansez, Stéphane ? Oui, voilà, Caroline. Vous dansez ? Voilà, hein? c'est fait. Ah, mais c'est génial. Attendez, avec un petit verre de vin blanc, là, ça y est, au Lakers, c'est le printemps. Hein. Je sais pas, peut-être que les techniciens vont pas être contents parce que c'est pas une qualité de son qui est géniale. Mais ah non, voilà. moi, attendez, je trouve ça pour un 78 tours, le son est très bon, ça passait très bien là. J'imagine simplement de ceux qui à ce moment-là, je sais pas, ils sortent du ciné, je sais pas, ils rentrent dans leur voiture et ils se branchent sur Europe, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils nous font ? Là, c'est pas Europe 1, c'est pour ça. J'espère que vous aurez des messages. Peut-être que vous en aurez des mauvais. Il y en a peut-être qui vont être puristes, qui vont dire. Mais qu'est-ce qu'il nous passe, attendez, non, les mauvais coucheurs, c'est bon. Mais attendez, là, c'était l'époque, c'était vraiment Europe numéro 1. Hein, c'était bien avant. Salut les copains. Même avant, Caroline. Ça, c'était Paris Première. C'était. Ça, c'est un disque qui date de 25. Hein, donc. Mais c'est fabuleux. Et vous l'avez, il est de famille. Non, c'est des disques que j'ai eus d'un brocanteur. J'ai eu le photographe aussi de ce fameux brocanteur. Et j'ai eu des 78 tours de l'époque. Et donc. Mais moi, je trouve que le son est très bon, hein. Ah oui, parce que bon, c'est-à-dire que il y a deux sortes de têtes de lecture pour un phonographe. Il y a des têtes saphir et des têtes aiguilles. Moi, les têtes aiguilles, j'en voulais pas parce que faut changer les aiguilles et en plus le son est pas bon. Et moi, j'ai mis une tête saphir. Qu'on m'a vendu avec. Et les têtes saphir peuvent lire des disques des années 1900 jusqu'à 1920 à peu près. Et alors, vous mettez ça là le soir comme ça entre... Ah non,
un petit coup d'accordéon. Ouais, non, mais non, faut remonter la machine tout le temps parce que c'est un ressort, hein. C'est donc. Mais vous, mais alors vous n'avez plus de vie entre remonter vos pendules, remonter la machine, le phonographe. Ah ouais, mais, vous êtes un fou, vous êtes passionné de ça. Comment? Je dis, j'aime bien tout ce qui est vieille mécanique. Je comprends, ouais. Et par contre, j'en profite pour que je suis à l'antenne. J'en profite pour demander s'il y avait des auditeurs qui pourraient savoir si je pouvais me procurer le. Alors, c'est pas très politique, c'est surtout historique. Hein, c'est pas. Oui. Mais si je pouvais me procurer en 78 tours l'appel du 18 ans du général de Gaulle. Ah, ouais, j'aimerais bien. Je comprends. Mais c'est pas politique du tout. Hein. C'est plus historique. Hein. De toute façon, c'est un grand moment. Oui, c'est un grand moment d'histoire. Là, oui, l'appel du 18 juin du général de Gaulle en, en 70. Parce que moi, j'ai pas Internet. Hein, et s'il y a des gens, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent et puis qui ont Internet, si on pouvait me trouver ça en 80 tours, en 78 ou 80 tours. En tout cas, et s'il y en a qui l'ont, je pense que vraiment ils vont nous l'envoyer parce que les auditeurs sont ravis. Hein. Vraiment, il y a Ninon qui dit trop fort, merci Stéphane. Ah bon, c'est vrai. Il y a la Luciole qui dit oh là là, merci à Stéphane, ça fait du bien. Il devrait revenir tous les soirs en fin d'émission, je m'amuse bien. Yannick qui dit ouais super, merci l'accordéon, un blanc pour moi aussi s'il vous plaît. Et puis il y a Lucille qui dit moment radiophonique aussi surréaliste que précieux. J'ai souri dans ma nuit noire. Bonne nuit à vous. Et il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai eu la sensation de me retrouver avec mes grands-parents, hein, c'est super. Ah bah je suis content, si ça a plu, je suis content. Bah écoutez, il y a Sergio qui me dit, ça vous rappelle pas vos petits bals corésiens? Bah si, ça a été remis au goût du jour avec notre président l'accordéon. Vous avez vu le soir des élections, on a joué de l'accordéon. Et moi Caroline, figurez-vous que j'ai fait les bals populaires moi aussi, parce que je suis accordéoniste aussi. Hein. Et alors, vous continuez? Je sais pas si vous auriez autant de succès aujourd'hui. Écoutez, moi je pense que ça marcherait. Je dis merci aux auditeurs parce que franchement, je me suis dit, honnêtement, quand j'ai eu Jeanne au téléphone, j'ai dit, attends, ils vont dire, merde. Ah non! Ah non, au contraire, pas du tout. Ça fait du bien. Attendez, moi j'ai vu la joie Stéphane, donc je sais que c'est vous avec les pendules et dire pour se marrer un peu, j'ai un vieux 78 tours d'accordéon. J'ai dit allez, on y va. Mais vous savez, au départ, il y avait des petits moments un peu surréalistes comme ça dans l'émission. Je regrette qu'il y en ait moins, voire plus, parce que on avait un ténor, on avait un chanteur d'opéra. Qui était en tournée, qui nous appelait parfois et qui chantait. Il n'osait pas trop chanter trop fort parce qu'il était en tournée, il était dans des chambres d'hôtel et tout, mais on a quand même passé de bons moments. On avait un monsieur qui nous imitait Claude François et aussi le pleur de bébé et c'était vraiment, mais on s'y croyait. Et donc on passait comme ça des petites parenthèses et je vous assure que ça faisait beaucoup de bien, quoi. Ceux qui nous écoutaient. Oui, mais on peut le faire. Comme j'ai dit à Jeanne, on se fend la poire, quoi. C'est pour rigoler, c'était pas. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et voyez, il y a Poupie qui me dit merci vraiment, remercier Stéphane, ça fait plaisir d'entendre un son que j'entendais il y a 45 ans. Ah oui. Alors, il y a Ninon qui dit que l'appel du 18 juin, oui, est-ce qu'il a été enregistré, est-ce qu'on peut le. Je sais pas s'il est particulier long, hein. Il a été enregistré à Londres, donc je sais pas si on mais peut, de là à ce que des particuliers l'aient, bon. Je ne sais pas. En tout cas, il y a Fabienne aussi qui dit oh là là, il est vraiment adorable ce Stéphane, il me fera toujours rire, c'est vraiment un rayon de soleil dans notre nuit. Ah c'est gentil. Donc, si vous nous dégotez d'autres comme ça, d'autres 78 tours, hein, vous n'hésitez Caroline, pas. J'en ai plein, les 78 tours. Je vous appellerai de temps en temps pour vous en faire entendre d'autres. Il y a Abigail qui dit oh génial, j'adore, merci à lui pour cette interlude musicale qui donne le sourire et qui donne envie de danser. Vous voyez, vous avez réveillé tout le monde, ceux qui étaient sur le point de s'assoupir. Je suis content, franchement je suis content.
Et il y a Daniel aussi qui dit super. Laurence qui dit merci pour cette légèreté. Il est bon de temps en temps de revenir aux prémices de la modernisation pour apprécier le progrès. Et je disais moi dans mon intro que heureusement qu'il y avait des gens qui avaient un petit grain de folie pour embellir notre quotidien. Je parlais par rapport à... J'étais dans le RER cet après-midi et tout d'un coup j'ai vu rentrer un cosmonaute, mais vraiment un vrai de vrai. Enfin, et je me suis dit, c'était un pur moment, c'était surréaliste. Du coup, c'était de la poésie dans cette grisaille là où tous les gens font la tête et tout. Et là, tout le monde avait le sourire. Et ben, voyez, vous avez été ce cosmonaute ce soir en débarquant comme ça, là, avec votre musique, avec votre air d'accordéon. Ça nous a mis du baume au cœur. Alors merci. Farfouillez, allez chercher des petits trésors comme ça et de temps en temps, on se passera un petit coup d'accordéon. D'accord? J'en ai plein. J'en ai du tour. J'en passerai. Il y a quelqu'un qui dit vive Stéphane, c'est notre chouchou de la libre antenne. Et il y a Violaine qui dit qu'en pensent les voisins. Ils sont en train de sonner, ils appellent là, ils disent on n'en peut plus de ce gars-là. Allez, nous on en veut encore, donc je vous dis à très vite, hein, Stéphane. Au revoir. Il y a First Lisa qui dit sympa cette séquence, il manque plus qu'André Verschuren. Il y a Sergio qui dit joueur, le boss. Hein. Il a déjà enregistré Fifi, qu'il nous le remette de temps à autre, please. Brigitte qui dit sympa le petit montage et Fifi devrait nous faire plus souvent des petites surprises. Mais vous aussi, faites-nous des petites surprises comme ça, comme Stéphane. Voilà, il était là, il s'est dit tiens, allez, je vais les faire marrer. Je leur mets un petit coup d'accordéon. Je me souviens, il y a eu un temps où vous aviez comme ça, allez, de la fantaisie, vous appeliez pour des imitations, pour chanter. N'hésitez pas, on peut se faire des petites parenthèses cette émission et la vôtre. On peut parler évidemment plus sérieusement de vos soucis, de votre tracas, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi un peu de gaieté, un peu de fantaisie. Et puis quelqu'un dit d'ailleurs revenez plus souvent, hein, vraiment. Il y a Gabriel des Hauts-de-Seine qui dit Stéphane peut se renseigner à l'INA ou aux archives du musée de l'armée et là peut-être qu'il saura ce qu'il en est pour cet appel du 18 juin. Il y a Jane qui dit je viens de prendre Europe en retard ce soir et je ne me regrette pas puisque me voilà plongée en 1925. Cela me fait regretter d'ailleurs de ne plus avoir de phono, il ne nous reste que les disques. Elle dit peut-être qu'il pourrait mettre une annonce sur le Bon Coin. Et pourquoi pas faire de l'accordéon un nouveau générique d'émission. Je vais en parler, mais ça m'étonnerait que ça marche. Allez, on va accueillir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le morceau de musique que vous venez de passer. Oui, que Stéphane a passé. Ainsi que l'auditeur d'avant qui était extrêmement joyeux. Oui. Malheureusement, moi je suis un petit peu plus pessimiste. Oui. Alors je vais être assez bref parce que j'aime pas... D'abord, je suis issu d'une famille modeste. D'abord, j'ai 58 ans. Oui. Issu d'une famille très modeste. Je suis médecin, anesthésiste réanimateur. J'ai eu la chance d'avoir mon diplôme de médecine à 24 ans un très beau parcours. J'étais assez précoce. Et donc, si je peux me permettre, cher confrère... Ah non, moi je suis pas médecin. Donc non, je suis pas médecin, moi je suis psychologue. Non, vous avez un sacré parcours. Non, anesthésiste réanimateur en plus, donc c'est vraiment c'est un beau métier, mais un métier difficile. J'ai fait une très très belle carrière jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai fait aussi de la médecine générale et malheureusement à 50 ans j'ai été victime d'un accident parce que je me barrais toujours en moto parce que j'étais toujours à droite à gauche. Oui. Donc je me suis cassé tibia péroné à droite. J'ai été donc invalidé pendant 1 an et demi. Ensuite j'ai fait une fracture du calcanéum que je ne souhaite à personne, qui a été broché. Et là, ça m'a duré 2 ans. Et bien entendu, ça fait 4 ans d'invalidité, plus ou moins. J'avais un très très beau cabinet que j'ai dû vendre, à perdre d'ailleurs avec un escroc d'avocat. Ça c'est pas le problème. Et puis, donc, je me suis retrouvé pendant 4 ans
pendant 4 ans à m'emmerder, quoi. Excusez-moi du terme. Oui. Bon, d'accord. Et donc malheureusement, j'ai sombré au départ dans un pseudo-alcoolisme mondain. Et puis, pendant 4 ans, j'ai un petit peu plongé, d'accord. Et l'objet de ma question, il est simple. Bon, ma femme, mon épouse, 36 ans, hein, j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, 36 ans de mariage. Et là, j'ai repris un petit cabinet parce que j'en pouvais plus de ces diverses. Bon, entre-temps, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait 2 infarctus, j'ai 5 stents, et j'ai fait un arrêt cardiaque au mois d'août l'année dernière. Arrêt cardio-respiratoire qui a duré 7 minutes quand même. Wow, oui. Mais j'en pouvais plus de rester dans cette solitude, puisque mon épouse travaille, mes enfants travaillent, j'étais chez moi, et j'ai repris un petit cabinet, un truc où j'ai dit, je faisais quand même beaucoup d'actes par jour, et là, je me suis un petit peu, j'ai pris un petit cabinet, d'accord, mais bien entendu, qui me rapporte beaucoup moins d'argent, hein, il est bien évident. L'objet de ma question, c'est pas ça. Je voudrais être assez bref. Mon épouse, je sais pas, avec toutes ces, c'est une épouse extraordinaire. Hein, c'est quelqu'un de très 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 bien, hein, que je ne critique pas. Les critiques, c'est plutôt à moi que je dois les faire, hein, parce que je vous précise que mes 2 accidents que j'ai eus, c'est-à-dire le tibia péroné et le calcanéum, c'était pas du tout d'origine éthylique. Je suis tombé parce que j'étais pressé. D'accord. Et donc. Et aujourd'hui, mais votre épouse est toujours auprès de vous? Oui, bien sûr. Et ma fille s'est mariée. Mais vous disiez au standard qu'il y avait quelque chose dans votre couple. Enfin, votre épouse ne supportait pas. Qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? Ce qu'il y a dans mon couple, c'est que j'ai accumulé des erreurs. Moi, pas mon épouse. Hein, j'ai accumulé des erreurs. Des erreurs. J'étais plutôt, excusez-moi, assez beau gosse, donc je n'ai jamais trompé mon épouse, hein, attention, hein. Mais il y avait des patientes à moi qui voulaient me faire un petit peu du rentre-dedans, qui voulaient travailler gratuitement pour moi, etc., etc. J'ai accepté bêtement d'ailleurs. Mon épouse croit que j'étais... vous étiez avec elle, oui, que vous lui avez été infidèle. Alors que pas du tout. Mais elle est toujours avec vous, néanmoins. Oui, c'est l'objet de mon appel. Oui, c'est quoi justement l'objet de votre appel? En plus, j'ai refait un infarctus il y a une semaine. Je sors de l'hôpital. Là. Elle était à vos côtés aussi. Elle était là. Ah non. Là, c'est du. Oui, elle est à mes côtés, mais on se parle pas. Hier, elle m'a annoncé que si elle trouvait quelqu'un d'autre, elle divorcerait, et moi, j'ai toujours été éperdument amoureux d'elle, puisque je me suis quand même marié à 21 ans et j'en ai 58. Et ça me rend malade. Oui, et en plus pendant ces 4 ans,
il est bien entendu que j'étais assez dépressif quand même. Et bon, voilà. Donc, mais je sais pas ce que... par rapport à ce que vous me dites que vous venez de faire à nouveau un infarctus, vous êtes médecin, réanimateur, donc vous travaillez sur ces questions de vie et de mort. Et j'écoutais, c'est dommage parce que j'ai entendu, mais c'était sur une radio concurrente, un médecin qui est neurologue et qui a fait un arrêt cardiaque extrêmement grave puisqu'il a fallu transplanter. Il a eu une transplantation cardiaque. Et ce médecin disait, à la limite, parlait de ce qui lui était arrivé, de ce que ça lui avait appris aussi d'être de l'autre côté. Puisque... Absolument. Et il disait, à un moment, il y a quelque chose qui m'a frappé, puisqu'il disait, on se rend compte quand on touche aussi près, qu'on s'approche aussi près de la mort, qu'on se rend compte qu'on est en train de... Il a dit clairement, lui, c'était même ses propos, c'était plus cru que ça, il disait, quand on se rend compte qu'on est en train de crever sur un lit d'hôpital, qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on peut surmonter, qu'on croyait insurmontables, et surtout les peines de cœur. Il dit, les peines de cœur, finalement, quand votre cœur est en train de vous lâcher, il disait, croyez-moi, vous relativisez tout ça. Exactement. Oui, et finalement, vous êtes en train de me parler à la fois de votre cœur qui montre des défaillances, et puis aussi de votre cœur qui est amoureux. Voilà, et qui souffre. Bon. Alors là, mon problème, c'est la question brève que j'ai posée à votre la personne qui m'a reçu au téléphone. Je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Moi, je l'aime à mourir. Oui, enfin, oui. Et je l'ai toujours aimé à mourir. Et elle m'annonce que hier m'annonce si elle rencontrait quelqu'un, elle voulait divorcer, etc. Et je ne sais pas comment gérer ce problème, parce que je ne sais pas si mon cœur amoureux ou mon cœur physique vont supporter les deux. Voilà. Allô ? Oui. Bon, le problème, c'est que si votre femme a décidé de s'éloigner, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour la retenir. Oui, alors je ne peux pas faire grand-chose, alors je fais quoi ? Vous vous occupez de vous. C'est votre vie qui compte là, et qui est la plus importante et la plus précieuse. Oui, parce que je suis relativement jeune. Oui, tout à fait, oui. C'est pas... Bon, j'ai subi beaucoup. Là, la priorité, c'est vraiment d'essayer d'être dans un rythme. Mais moi, tout seul... Mais vous verrez, pour le moment, c'est comme ça, mais vous verrez ce qu'il en est. La vie est longue, mais il faut... elle est longue. Oui, mais vous êtes bien... Je crois qu'elle se raccourcit. Vous n'en savez rien, Non. Donc c'est justement là, vous pouvez pas en plus vous tourmenter avec quelque chose. Vous avez d'autres misez sur les centres, ce qui vous lie là, ce qui vous relie les autres, parce qu'on a besoin des autres, et particulièrement dans ces moments où on est affaibli. Mais les autres, j'ai rien. Vos enfants, vous me parlez de vos enfants, des amis. Mes enfants, je vous ai dit que ma fille s'est mariée il y a 3 ou 4 mois, donc je la vois plus. Mon fils aîné... Pourquoi ? Parce qu'elle s'est mariée, vous ne la voyez plus, je comprends pas. Vous êtes fâché avec elle ? Parce qu'elle est dans sa vie. Oui, mais parce que... Attendez, vous ne la voyez plus, mais vous n'êtes pas fâché. Ah, pas du tout. Bon. Non. Donc, c'est pas... elle s'est mariée, évidemment, elle est dans sa vie, dans la construction. Mais ils sont là, vos enfants. C'est quand même quelque chose que je supporte mal. Moi, je suis pas... je suis très, très père poule, voilà. Très père poule, et je n'imaginais pas à un moment que mes enfants, je les vois plus en un an, où je vois plus mes enfants. Mon fils, c'est normal, il a 31 ans, et c'est normal qu'il prenne son studio et qu'il se barre. Ma fille, elle s'est mariée, et mon autre fils, lui, il est le dernier, il
a 22 ans, il fait ses études, et puis et il vit sa vie, sa vie de jeune homme, comme je l'ai vécu moi-même d'ailleurs. En même temps, comme le dit Brigitte, votre femme n'a pas encore vraiment décidé de partir. Elle vous dit que si elle rencontrait quelqu'un, elle partirait. C'est une façon de vous dire, il y a quelque chose qui ne va plus dans la relation. Mais elle n'est pas partie. Donc, comme dit Brigitte, c'est vrai que vous pouvez encore, après tout, tenter quelque chose. Vous avez traversé quand même tout. Ah ben quoi, ça c'est à vous de voir et de trouver aussi comment vous pouvez la reconquérir et qu'est-ce que vous pouvez finalement, comment vous pouvez faire évoluer cette relation, que pouvez-vous lui apporter, qu'est-ce qu'elle attend, parlez, intéressez-vous à elle. Oui, j'essaye de parler, mais elle ne m'écoute pas. Et puis en plus, avec ce nouveau petit cabinet que j'ai pris, il y a pas des problèmes, mais moi je suis ce que disent les patients. Je suis un bon médecin, mais sur le plan administratif, papasserie, etc., je suis complètement nul. Et donc là-dessus, je suis un petit peu, ça me dépasse. Je suis un petit peu submergé par tout ça. Et et ça me donne des angoisses. Je suis un angoissé, Ça, oui, j'ai cru comprendre. Ouais. Oui, mais vous mélangez tout en ce moment. Voyez, vous êtes en train de tout mélanger. C'est-à-dire vos paperasses. Attendez, Alain. Non, mais oui, vous avez beaucoup de choses, mais justement, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Ce que vous venez de traverser doit vous amener à vous recentrer sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que mon épouse se remette. On a vécu des très très belles années. Alors si c'est essentiel, si vous voulez, c'est ça, et c'est peut-être ce qu'il faut lui dire, comme que c'est la femme de votre vie. C'est peut-être dans ces moments-là aussi où parce que vous dites qu'elle vous écoute pas, mais si vous vous dispersez autant, je comprends qu'elle vous écoute pas. Allez à l'essentiel avec elle. Et vu ce que vous venez de traverser, c'est quand même ces moments où vous êtes retrouvés, vous, en soins intensifs, allez à l'essentiel. Parce que, oui, il y a des choses qui vous angoissent, mais et on peut comprendre, mais franchement, les problèmes de paperasserie dans votre cabinet médical, ça peut se régler, ça. Ça me saoule. Oui, ça vous saoule, mais ça peut se régler, franchement. Vous voyez, il y a quand même il y a des priorités dans les problèmes. À la limite, plutôt que de prendre des patientes bénévolement pour faire vos papiers, vous embauchez une vraie secrétaire et elle vous fera vos papiers. Mais centrez-vous sur ce qui est... Parce que mes moyens sont... Vous dispersez. Diminués, là. Et je suis passé de 100% à 10%, 15%. Si c'est votre priorité, votre femme et votre couple, accordez-lui du temps et accordez-vous du temps. Oui, mais il faut avoir les moyens. Non, alors là je suis pas d'accord avec vous. C'est pas des moyens matériels. Non, pas du tout. Je parle. Ah non, des moyens pécuniers pour être à l'écoute de votre femme? Non, pas pour me dire ce que vous venez de me dire, prendre une secrétaire, etc. Non, mais vous voyez, vous dispersez. Vous partez dans tous les sens, là. Votre cabinet, votre femme, je sais pas si réellement elle vous écoute pas ou si vous avez du mal à l'écouter. Et que peut-être justement vous êtes noyé dans vos problèmes. Oui, mais vous êtes noyé dans vos problèmes aussi et vous n'allez pas à l'essentiel. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas accepté cette décadence. Mais faites-vous aider alors. Faites-vous aider quand vous parlez de décadence, quand peut-être à un moment, pourquoi l'alcool a tant pris le dessus. Faites-vous aider, allez en parler. Ça permettra de parler aussi de vos angoisses et de faire la part des choses et peut-être pas de les faire peser dans votre couple parce que c'est peut-être ça, peut-être de ça dont votre femme ne veut plus. Je pense que c'est ça, oui. Bon, de vos angoisses, de vos problèmes d'alcool, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut plus de vous, mais en tout cas plus de ce que vous amenez de négatif dans cette balance-là. Donc à ce moment-là,
On dit toujours que ce sont les médecins qui ont le plus de mal à se soigner et à les consulter, et notamment des psys. C'est bon, je sais très bien que les médecins ont beaucoup de mal à consulter des psys. Mais pour autant, puisqu'actuellement vous reconnaissez déjà avec humilité que vous êtes perdu, que bon, vous vous en voulez, vous êtes en colère après vous-même, vous êtes angoissé, ce qui n'est pas bon pour vous compte tenu de ce que vous traversez. Vous avez au contraire besoin de calme, de sérénité. Donc déjà, trouvez un lieu, trouvez un bon psy, demandez autour de vous, vous avez forcément quelqu'un, on va vous conseiller quelqu'un de bien, qui saura vous entendre, qui saura à qui vous allez vraiment pouvoir parler de vos angoisses, comme elles viennent, en vrac, peu importe, lui, il sera là pour vous écouter, vous aider à dépasser certaines choses, et vous le ferez moins porter dans votre couple. Parce que là, vous voulez tout régler en même temps, vous êtes dans la peur, et vous avez tellement peur que vous ne pouvez plus rien faire. Vous savez plus comment faire. Si déjà vous avez un endroit pour déposer vos difficultés, je pense que vous pourrez vous centrer sur vos priorités, à savoir votre couple. Et votre couple, il n'est pas fichu, donc ça vaut le coup de vous battre. Belle nuit à vous. Je vais prendre quelques jours de vacances, mais je vous laisse en bonne main, puisque dès dimanche, c'est Sophie Peters qui sera à ce micro. Prenez soin de vous. Belle nuit sur Europe 1. Il est 1h, l'heure des infos, présentée par Annabelle Villemont. Bonsoir Annabelle.